Bonjour à toi, cher spectateur, qui a accepté une mission, celle de voir ce qui est supposé, et nous l'espérons un petit peu tous, être le dernier volet de la saga Mission Impossible, qui se nomme The Final Reckoning, toujours réalisé par Christopher McQuarrie depuis maintenant le 5e film. L'histoire. Suite aux événements qui se sont passés dans Dead Reckoning partie 1, que l'on va désormais renommer Dead Reckoning, point. Ethan Hunt est toujours à la recherche de Gabriel, mais en même temps pas tant puisque c'est bon, il a la clé. Le seul truc maintenant, c'est qu'il faut qu'il retrouve le sous-marin dans lequel il y aurait le code source de l'entité. En parallèle de ça, l'entité qui est maintenant quasiment devenue autonome puisqu'elle a décidé de se débarrasser de Gabriel puisqu'il n'a pas rempli sa mission, a décrété que ça serait bien de s'emparer des armes nucléaires de l'entièreté de l'humanité pour peut-être déclencher ce qui pourrait être un futur apocalypse. Ou un jugement dernier, puisque Final Reckoning en version originale, je ne savais pas, ça veut dire le jugement dernier. À partir de là, vous vous en doutez, Ethan va accepter une mission, celle de retrouver l'entité et de choisir entre la détruire ou peut-être la confier à ses supérieurs. Et ça, je vous laisserai découvrir ce qu'il va décider de faire dans le film. Pour en parler avec moi, je suis content que tu aies accepté cette mission que de revenir n'était pas impossible. Pour Mission Impossible. Effectivement. Comment vas-tu, mon cher PE? Très bien. Et toi, Valentin? Bah oui, enfin Première critique ensemble de 2025. Bah oui, bien sûr. Il était temps. Voilà, mais comme tu l'as dit, c'est bien. On commence avec un film... Avec un bon film. Qui sur le papier est intéressant, ouais, mine de rien. Parce que donc, à la base, on aurait dû se retrouver beaucoup plus tôt pour ce Mission Impossible. À la base, il devait sortir à peine un an après la sortie de Dead Reckoning. Mais le film n'ayant pas fait le score monstrueux qu'il s'attendait à faire au box-office, c'est-à-dire qu'il était peut-être un petit peu trop proche de Fallout en termes de sortie, Christopher McQuarrie et Tom Cruise se sont dit on va faire une pause. On va peut-être repenser un petit peu le montage de Final Reckoning. On va se demander si on est parti dans la bonne direction. On va peut-être re-shooter certains trucs si nécessaire. Et on va peut-être aussi se concentrer sur d'autres projets. Puisque je vous rappelle que Tom Cruise, après s'être accroché à un avion ici, après avoir grimpé une tour à Abu Dhabi, après avoir fait un saut en zéro gravité, a aussi prévu de faire un film dans l'espace. Donc voilà, ça lui fait encore des choses, et punaise, il vient d'avoir 61 ans si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas ce que ça va donner lorsqu'à 71 ans, il va certainement vouloir tourner un film sur Mars. Entre-temps donc, ils ont décidé de prendre un peu de recul, de choisir d'attendre avant de sortir ce film, même si visiblement la quasi-entièreté du long-métrage était déjà tournée et quasi montée. Le film a débarqué une nouvelle fois donc hors compétition au Festival de Cannes. Comme d'habitude, il a à peu près convaincu, quoique il y a quelques personnes qui commençaient à dire que ça tirait un peu sur la corde, qu'il était peut-être temps d'arrêter, qu'on était sur un bel hommage à la saga, mais que voilà, c'était bien que ça se termine. Et c'est là que je me tourne vers toi, mon cher PE, et que je te demande ce que tu as pensé de ce 8e, tout de même volet de la saga Mission Impossible. Eh bien, effectivement, moi je suis un peu dans cette équipe-là, à savoir que je trouve que c'est un film qui, pour moi, marque la fin de la saga. Et effectivement, il y a un petit côté, je trouve, fin de série. Et je trouve que cette deuxième partie est moins bonne que la première. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Les ingrédients sont là. On sait, de toute façon, encore une fois, comme on l'a dit pour la première critique du premier film, on sait pourquoi on va voir ce film. On sait qu'on va voir un film d'aventure, on sait qu'on va voir un film d'action. On connaît déjà à l'avance quels vont être les ingrédients. Mais malgré tout, alors on n'est pas déçu parce que tous les ingrédients sont là, mais c'est pas aussi bon que la première partie. On passe quand même un bon moment, le temps passe vite, les 2h49 vont vite. Mais oui, moi je me suis dit, c'est pas aussi bien que la première partie. Bon voilà, ça reste un très bon divertissement et là-dessus la mission est accomplie. Je vais te soutenir, hein. De toute façon, je m'attendais pas non plus à tomber devant un étron ou voir certains dire que ça allait être... J'avais vu plein de gens que je suis vaguement sur les réseaux dire certains que c'était très naze, que le film était pourri. Non, on peut pas dire dans ce cas-là, j'ai pas envie d'être méchant, mais si ça c'est pourri... Et il y a des films qui sont très pourris dans ce cas-là, mais genre vraiment très 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 pourris. Non, ça c'est très très bien. Encore une fois, on sent qu'il y a un vrai savoir-faire et qu'il y a une vraie alchimie entre Christopher McQuarrie et Tom Cruise. Les deux s'alliant pour livrer un film qui, certes, fait divertissement un peu nostalgique. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vraiment j'ai l'impression de tomber dans une faille temporelle, de me retrouver en plein milieu des années 90 et de voir un vrai divertissement où les gars se sont dit comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les effets spéciaux numériques soient absents pour laisser uniquement du pratique et comment faire en sorte que le numérique serve le pratique
Encore une fois, on est sur un vrai divertissement, je trouve, qui est spontané, intense, prenant, qui fait du bien. C'est vraiment ce que j'étais en train de me dire du début à la fin. J'étais en train de me dire, la vache, je suis pris à la gorge, je suis dedans du début à la fin. Ah ouais, bien sûr. Tu te laisses embarquer, quoi. Ouais, l'histoire nous entraîne, c'est sûr. Après, on aura l'occasion d'en parler. Peut-être qu'il y a des maladresses d'écriture qui desservent un petit peu l'ensemble, ou en tout cas, on sent que c'est peut-être une deuxième partie qui aurait mérité un peu moins de blabla et plus d'action directe. Et c'est peut-être le plus gros point noir qu'on peut évoquer sur ce Final Reckoning, mais de manière globale, quand même, je suis désolé, on passe un super moment et ça dure quand même quasiment 3 heures. En ce moment, on est de plus en plus habitué à voir des blockbusters qui durent 3 heures, et parfois ça peut être très laborieux, 3 heures de film. Là, ça n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas, Non, clairement, on passe absolument, un bon moment. le temps, ouais. Vous passez un très bon moment, le temps passe vite. Et on ressort quand même du film avec ouais, les petits papillons un peu. C'est un bon divertissement, ça fonctionne. Ah bah ne vous Ça étonnez fonctionne, pas. c'est efficace. Ne vous étonnez pas s'il y a certaines scènes où vous êtes en apnée, hein, parce que littéralement, il y a Ouais, des scènes absolument. qui sont tellement bien conçues en termes de montage, en termes de mise en scène, en termes d'intensité, que vraiment on est prêt à la gorge, comme je le disais, et on ne décroche pas, quoi. On est complètement dedans. Complètement. Je te propose qu'on saute dans l'écriture. Allez, On bon, va avoir pas mal de choses à dire. Ouais. Donc l'écriture, on est sur le même duo que sur la précédente partie, donc c'est-à-dire Eric Jendrensen ainsi que Christopher McQuarrie, d'après évidemment la série télé de Bruce Geller. Cette partie en termes d'écriture, soyons sincères, je pense vraiment que pendant 1 heure, vous allez être un peu en train de vous demander qu'est-ce qui se passe. Dans le sens où c'est pas que ça n'est pas clair, mais simplement dans le sens où je pense qu'ils ont voulu mettre trop d'éléments de langage et que du coup on est peut-être un peu paumé. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais il y a quand même vraiment des moments, ça fait très dialogue d'explication entre 2 scènes dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que tu sais que tu vas t'éclater et que tu vas jouer, mais tu dois avoir d'abord le briefing de 3/4 d'heure où on te balance. Alors tu vas devoir faire ça, ça, ça et ça, parce que cet élément, il va permettre à tel disque dur d'avoir tel impact sur machin. Ouais, on a un peu de ça, c'est vrai, parce que bon, on est parti de toute façon le scénario de base hein, sur les 2 épisodes, les 2 volets, on est sur quand même quelque chose d'un peu alambiqué, même si le sujet est simple, hein, voilà, avec l'intelligence artificielle, mais on part dans différentes intrigues, et là c'est vrai qu'on est sur le film avec les éléments de résolution. Donc on doit tout rassembler, tout doit converger, et là, bah, comme on a quand même 2h49 d'histoire, bah, il faut qu'on trouve quand même une façon d'amener l'histoire. Donc on résout l'histoire, mais il faut quand même qu'elle se déploie, cette résolution. Et là, c'est vrai qu'il y a un petit côté, c'est pas la noyade, mais je pense que on aurait pu faire plus simple. Parce que finalement, le côté complexe, entre guillemets, c'était pas le bon terme, mais le vrai côté narratif, c'était dans le premier volet. Où là, on voit tout ce qui se met en place, tous les enjeux, les personnages. Les différentes intrications, les personnages. Et ça, on a compris quand on a vu le premier volet. Donc on se dit, bah, le 2, c'est bon, maintenant ça va se résoudre, on va voir comment ça va se résoudre et comment chaque partie, justement, tire son épingle du jeu. Et là, c'est vrai qu'au début, on nous fait une sorte de petit... Alors, est-ce que c'était pour ceux qui n'auraient pas vu le premier volet? Pour faire un petit rappel. Ou est-ce que c'est peut-être juste aussi qu'ils se sont dit en termes d'écriture, faisant en sorte que s'il y a beaucoup d'espace entre les 2 sorties, est-ce qu'on n'aurait pas moyen de faire en sorte de synthétiser très rapidement pour donner l'illusion que ce film peut se manger tout seul et passe en ayant l'obligation d'avoir vu la première partie, je ne sais pas. Et effectivement, c'est ce seul côté-là, pour moi dans le film, c'est le seul aspect qui est un peu indigeste. Bon, c'est pas non plus... voilà, c'est pas, comment dirais-je, infaisable, voilà, on sort pas de la salle en se disant non, c'est pas possible, mais voilà, c'est le seul moment où on peut trouver que le temps est peut-être un peu long, c'est un peu trop bavard, et après, bon, après le reste s'enchaîne, mais ouais, c'est peut-être ça le point faible. Ouais, après, moi, j'évoquerai aussi un autre point sur lequel vraiment je peux être tatillon, la sensation qu'en fait, l'idée que l'ennemi soit une IA, autant dans le premier volet ça fonctionnait parce que Gabriel faisait un peu le pont avec l'IA et du coup donnait un côté matériel on va dire à la fatalité qui doit englober la dramaturgie du film et du coup ça fait que ça fait un vrai antagoniste. Vu qu'ici il y a un choix qui est fait autour de Gabriel qu'on va plus évoquer en partie spoiler qui donne lieu à cette sensation que l'entité est vraiment l'ennemi principal du film, ça donne un côté Wargames que je trouve pas forcément toujours bien senti. Disons que dans Wargames, t'as l'avantage d'avoir d'autres aspects, genre des agents du FBI ou des trucs comme ça qui vont faire en sorte que le personnage de Matthew Broderick il va être un petit peu, on va dire, dans la mouise. Mais du coup, t'as cette illusion qu'il y a une autre fatalité qui peut avoir de l'impact. Là, disons que Gabriel, par moment, il fait un petit peu Deus Ex Machina. Genre vraiment il débarque pour relancer la dramaturgie parce que l'entité peut pas réellement être là et du coup peut pas avoir d'impact.
C'est pour moi C'est vraiment ça. un petit point noir quand même qui peut donner la sensation que la dramaturgie, globalement, elle est un peu maladroite. Mais après, encore une fois, c'est 1 heure sur 2h50 de film. C'est ça. Le reste du temps, on est complètement happé par l'action. Il y a un travail d'intensité, de dramaturgie qui fait que du coup les personnages sont bien imbriqués. Il y a encore une fois ce fait qu'il faut rappeler qu'il y a des persos qui viennent juste de débarquer. Paris et Grace notamment sont 2 personnages qui débarquent un petit peu de nulle part et qui pourtant ont quand même pas mal d'impact. On peut rajouter Degas, on peut rajouter Briggs aussi. Briggs qui va avoir une incidence au fur et à mesure que la dramaturgie progresse. Mais c'est des bonnes idées. Moi je trouve que c'est intéressant d'avoir réussi à glisser ces personnages dans une double partie qui est supposée être la fin, et pour autant qu'on n'ait pas la sensation que ça soit genre des héros qui débarquent un petit peu sur, comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Non, ils ont vraiment une incidence sur la suite de la dramaturgie, je trouve ça plutôt bien amené. Ouais, tout à fait. Je trouve qu'au niveau des personnages, c'est bien écrit, c'est bien senti. C'est bien de voir aussi leur évolution par rapport au premier volet. Oui, effectivement, ils ont une implication, une influence sur le reste de l'histoire. Bon voilà, après oui c'est ça, il y a un petit côté un peu bavard au début, comme tu dis, 1 heure sur les 2h49, mais bon voilà, ça se laisse quand même regarder, et malgré tout on est quand même pris dans l'histoire. C'est ça. Je te propose qu'on spoil un petit peu, parce qu'on va avoir On rentre dans le quelques spoil. éléments à raconter. Donc Ok. le petit timecode apparaît juste là pour ceux qui veulent aller dans la partie où on ne spoile plus. Parce que concrètement, alors c'est pas du gros spoil, mais je pense que c'est important que vous ayez la surprise si jamais vous n'avez pas vu le film. Disons que le film est vraiment une espèce de synthèse de toute la saga. C'est-à-dire que toute la base même de la dramaturgie repose littéralement sur Mission Impossible 3 et la patte de lapin. Qu'à partir de là, si vous n'avez pas vu Mission Impossible 3, c'est un petit peu difficile de suivre certains éléments, parce qu'on nous rappelle aussi que Ethan a eu à l'époque une femme, que cette femme a amené à la récupération de la patte de lapin, et que c'est la patte de lapin qui est à l'origine de l'entité que l'on découvre dans Dead Reckoning, et qui ici a une incidence là. En plus de ça, vous rajoutez des persos qui vont du coup repopper soit du premier volet, soit parfois même du deuxième, troisième, quatrième film. En fait, de tous les volets. On a vraiment une espèce de synthèse qui est créée au travers de ce récit, dans le sens où littéralement on ramène des personnages, mais, et c'est le point que j'ai vraiment envie de souligner, et c'est pour ça que je la mets dans la partie spoiler, ces personnages ne sont pas maladroitement amenés. Non, non, ils sont même plutôt habilement amenés. Ouais. Vraiment, c'est plutôt bien pensé. Et l'histoire n'en fait pas trop sur eux. C'est juste ce qu'il faut pour ramener, pour faire des références au passé d'Ethan Hunt et de ses missions. Et pour ça, c'est bien. Ouais. C'est bien fait parce que c'est ni choquant, c'est pas, on se dit pas, oh, c'est incroyable. On n'est pas en train de se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont fait ça. Ce qui peut arriver des fois, il y a des sagas qui ont... trop dégoulinant. Et là, pas du tout. Là, c'est bien, c'est tout à fait c'est fluide, c'est équilibré. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Ouais. Bah, notamment, moi j'adore le personnage de William, qui débarque un petit Oui. peu de nulle part, mais, Oui. qui, pour autant, est un personnage hyper anecdotique si vous regardez de manière totale la saga. Mais le fait de le ramener, comme c'était le cas avec Kittredge sur le précédent volet où ils avaient réussi à le repopper, et où du coup ça rappelait forcément le premier film. En plus, il y avait un très joli jeu de mise en scène qui rappelait vraiment la mise en scène de De Palma. Mais au-delà de ça, c'est juste des petits clins d'œil comme ça qui vont amener de l'impact et qui vont faire que, en tant que spectateur, on se dit, je suis pas juste en train de regarder un film qui me balance des Madeleines de Proust pour genre, t'es ultra fan de la saga, regarde, on va te mettre plein de clins d'œil. Non, c'est plus pour amener une certaine forme d'élégance, et surtout faire en sorte que cette dramaturgie, elle ait un vrai impact et qu'on se dise, c'est vraiment une synthèse, c'est vraiment le dernier film, et si c'est le cas, c'est une belle manière de l'amener. Le personnage de Jim Phelps Jr. étant la plus belle démonstration de ça, parce que sur le papier, là on est vraiment sur le perso, s'il est mal amené, c'est nul. Ah, complètement. C'est vraiment nul. Ouais, complètement. Et là, la révélation, j'étais vraiment en train de me dire, Il est très bien amené. c'est pour ça qu'il est autant acharné sur Ethan et qu'il est persuadé que c'est un méchant. Non, c'est très bien amené. Et ça amène juste un petit impact supplémentaire, mais encore une fois, je pense c'est que Macquarie et Jen Johnson, ils se sont vraiment dit, ok, on a cette entité qui va juxtaposer les deux parties et faire en sorte de créer un pont, mais si on n'amène pas d'autres éléments au milieu, les spectateurs, ils vont forcément au bout d'un moment se dire, oui, c'est bien comme mission, mais par contre, là, on est sur 6 heures de film, ça commence à faire beaucoup pour juste raconter 4 pélos qui vont essayer de buter une entité, en plus, pas palpable, c'est une intelligence artificielle. Et je trouve que le fait de ramener de l'humain au milieu de tout ça, ça crée une certaine forme d'incidence qui amène de l'impact et fait que du coup, en tant que spectateur, tu te sens un petit peu investi. Ouais, c'est sûr. Non, mais là-dessus, l'alchimie fonctionne bien. Puis toute la morale qu'il y a derrière aussi, le fait que potentiellement on nous dise que c'est de la faute de Hunt si littéralement il y a l'entité aujourd'hui, c'est... Ouais.
Non, non, mais là-dessus, c'est bien travaillé. À ce niveau-là, au niveau de l'histoire, il n'y avait vraiment aucun problème. C'est aussi pour ça ce qu'on disait que le temps passe vite et qu'on est pris dans l'histoire parce que le récit, globalement, est bien maîtrisé et nous emmène dans la bonne direction. Moi, ce que j'aime bien avec McQuarrie, c'est que je trouve qu'il a trouvé le moyen, au travers du cinéma d'action, de réussir aussi à créer des personnages. Mais c'est ce qui faisait Oui. la force aussi de Age of Tomorrow en tant que scénariste, ou même de Jack Reacher, Non, le, mais le il est premier. efficace, hein, clairement. Non, il est vraiment très très doué, et je Oui. trouve qu'avec Jen Branson, là, même si c'est pas le meilleur scénar, là, clairement, je trouve qu'ils ont quand même réussi à créer une logique entre les deux volets qui fait que c'est peut-être pas des volets qui fonctionnent en miroir, comme on a déjà pu l'évoquer sur certains Oui. films, mais pour autant, c'est vraiment des films très différents en termes de dramaturgie, qui pour autant restent très impactants tous les deux, chacun dans leur style. C'est-à-dire que le premier est vraiment pour le coup un vrai hommage au premier Mission Impossible, avec on se bat dans les quatre coins du monde et on a des scènes d'action dans tous les sens, où là on revient plus, pas forcément de manière très subtile, sur un drame humain, mais où du coup on se sent bien impacté par l'évolution des personnages, et même si c'est beaucoup de blabla, c'est un blabla qui finit par avoir de l'impact et qui finit par être payant à la fin. Oui, tout à fait. En termes de mise en scène, donc c'est le quatrième film réalisé par Christopher McQuarrie. Oui. Oh la vache, oui, 4 films. Ouais, 4 films déjà. Punaise. Il charbonne le garçon. Oui, Non, ouais. c'est... Encore une fois, il y a ce côté divertissement old school qui fait du bien, je trouve, dans la mise en scène de McQuarrie. Je pense qu'ils ont, depuis maintenant, je sais pas combien de temps, je crois que ça fait quasiment 10-15 ans qu'ils bossent ensemble avec Tom Cruise. Je crois, que leur Ouais, première, si on regarde, oui. je crois que leur première collaboration, c'était Jack Reacher, Oui. si je dis pas de bêtises. Et je crois que Jack Reacher, c'est 2010. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, c'est ça. 2010-2011, ouais. Ouais, ça fait quand même 15 ans qu'ils bossent ensemble. Je trouve qu'ils ont une belle manière, entre guillemets, de concevoir le cinéma d'action. Parce que c'est bien fait, c'est intelligent, c'est prenant, c'est intense. Et McQuarrie, bon, c'est pas forcément un grand metteur en scène. Je trouve notamment que par moments, les scènes d'action peuvent être un peu charcutées. Si je devais vraiment pointer du doigt un petit truc, je trouve Ouais. notamment qu'il y a une scène au tout début du film qui est un peu... cut, la scène dans le sous-sol avec Grace. Ouais, un petit. Ouais, Elle est un poil trop un cut. petit Et pour peu, autant, ça m'a pas trop choqué. je trouve qu'elle est cohérente, tu vois. C'est Ouais, pas je la genre trouve plutôt elle est cohérente. surcut comme ça peut être le cas avec Greengrass, où des fois ça peut vraiment être un petit poil excessif, ou comme c'était le cas avec Tony Scott, où là c'était plus un exercice de style que réellement Ouais, un problème de montage. Mais je trouve que pour autant, rapidement ça s'estompe, enfin, je trouve de manière globale que l'envie de radicalisme, de plonger le spectateur dans des scènes d'action où on voit quelque chose de concret arriver à Ethan Hunt, encore une fois, ça m'impressionne. Là, je sais pas si. Enfin, j'essaye de me replonger, tu vois, dans la partie précédente ou même dans Fallout. Mais je crois qu'encore une fois, il s'amuse à chaque fois à pousser les potards un tout petit peu plus haut à chaque fois. C'est Ah ouais, genre non, dans mais le 5, complètement, ils se sont bien dit, sûr. vas-y, on va le faire prendre un avion sur le côté, il va se faire trimballer, puis ensuite on va lui faire une course de moto. Le 6, ils se sont dit, vas-y, on va le faire sauter en zéro gravité, et puis on va le mettre dans des scènes Ouais. d'action où ça va être n'importe quoi. Le 7, où bon, ben, il y a ce saut où il part en parachute, etc. Et là, je sais pas quel est le pire. Est-ce que c'est le moment où il est dans un sous-marin? Est-ce que c'est le moment où il s'amuse à courir comme un déter à Londres? Est-ce que c'est le moment où il se retrouve accroché à un avion dans un ravin en Afrique du Sud? Vous avez le choix. Voilà, vous Voilà, avez le choix. faites votre choix. Voilà, cocher la case de Tom Cruise est dans une situation compliquée. Est-ce qu'il l'est vraiment ou pas? C'est ça. C'est Ah ça. non, mais c'est ouf de voir à Mais, quel point ils ont envie de pousser le vice super loin. Ouais, quoi. et puis ça fait partie aussi du cahier de charge. Voilà, la franchise, c'est aussi ça. C'est parce qu'on accepte d'aller voir Tom Cruise dans des cascades improbables, dans des situations dantesques. On sait qu'il y a aussi un petit défi au niveau de la réalisation. Donc tout ça aussi, forcément, c'est un peu... quand on aime ça, bien sûr. Hein. Mais il y a un petit côté ouais, moustillon. On se dit, ah ok, allez, on va voir ce qu'ils vont nous proposer cette fois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et encore une fois, ça marche, quoi. Moi, c'est ça qui Ouais, m'impressionne, bah, c'est que les scènes d'action s'enchaînent, il n'y a pas de répétition, il n'y a pas cette sensation de par moment de trop plein qui fait que on peut avoir presque une overdose. Moi, j'ai tendance à penser en comparatif au John Wick, où à un moment tu finis quand Ouais. même par te dire, Oui, oui. c'est bon, ça va, c'est C'est too vrai, much. j'ai compris. Il y a quand même quelques petits moments où on pourrait se dire, il y a un trop plein. Il y a quand même quelques scènes d'action, je trouvais que sur la fin, j'étais en train de me dire, eh quand même, stop là, il lui arrive quand même les pires galères du monde. Hein. Je crois que c'est le moment où il est dans le sous-marin, c'est pas du spoil, hein, mais où il y a une torpille qui se pose sur la porte. J'ai commencé à me dire, c'est peut-être un poil too much là les gars, faut Ouais. arrêter quand même de pousser le vice à ce stade-là. Ouais, mais c'est. Mais pour autant, c'est- ça marche bien, quoi. Ouais, et puis c'est l'humour aussi du récit, c'est de se dire, bon, bah en fait, rien n'est facile, mais ce sera pas une mission impossible. Donc c'est le Oui. principe même. Une mission impossible, c'est qu'il y a tous les éléments contre vous,
Voilà, il n'y a pas de plan qui se déroule sans accroc. On n'est pas dans l'agence touristique. Non, non, absolument pas. Oh, non, non, non. Donc non, là on est un petit poil plus haut en termes de défis physiques et de réflexion, mais encore que j'adore la série l'agence touristique. Mais bon, voilà, je vous ai compris que c'est plus la même échelle, quoi. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais enfin là on digresse, là, c'est n'importe quoi. Mais oh non, il y a la thématique des séries. ouais, des non, séries la cultes. thématique des séries. Bon, enfin en tout cas voilà. Mais ouais, c'est peut-être un petit poil too much, mais c'est vraiment assumé. Ouais, c'est ça. C'est vraiment fait pour aussi ouais, nous captiver au récit. Et en fait, quand on a un peu cette âme d'enfant qu'on a conservée, où on se dit ok, allez, récit d'aventure, le héros qui est dans les pires galères, mais bon, il va forcément trouver une solution. Alors, on a beau savoir qu'il va forcément trouver une solution, c'est le principe même, mais moi je me dis, à chaque fois on fait tourner, à chaque fois tu te dis, mais comment il va faire? Et bon, et voilà. Donc en fait, on se laisse entraîner. C'est ça. Mais oui. Mais c'est ce qui fait que ça marche. Hein. Ouais, et encore une fois, ça c'est ce qui fait que le style McQuarrie, pour moi, il se compile bien parce que ça sentait dès le moment où il est réellement passé à la mise en scène. Donc, si je me plante pas, son premier film, c'était un film avec Dwayne Johnson qui s'appelait Welcome to the Jungle. Alors là, Au tout début des années 2000. Ensuite, ça a été Jack Reacher. Et puis ensuite, il est tombé dans la saga Mission Impossible et depuis, il l'a pas décroché. Après, il écrit pas mal de trucs. Si tu regardes bien sa filmo, et en fait, j'ai l'impression ouais, qu'il... il scénarise aussi. Pour moi, il a signé un contrat avec Tom Cruise. Parce que c'est pas possible, sur chaque projet sur lequel il y a Tom Cruise, il scénarise. Ou alors il touche un petit bout de scénario. Ouais, et puis peut-être qu'il y a aussi vraiment l'entente et la confiance Ah, entre pour deux. moi, mais il y a parce une que là, confiance phénoménale. ça se entre voit, les je deux. trouve, quand même, dans le film. On voit que ça fonctionne bien et que les deux. Et pas que dans ce film-là. Dans tous les projets Tom Cruise McQuarrie, quand même, on voit que ça roule bien. Voilà, je trouve que là-dessus, l'association est vraiment très bonne. Ah bah les deux, ils font des étincelles parce qu'au-delà de la créativité, au-delà du fait d'avoir réussi à redonner un coup de punch à la saga Mission Impossible, parce que on va pas se mentir, même si moi j'aime beaucoup le 3 et que j'adore le 4, c'est vrai qu'à partir du 4, tout le monde a commencé à se dire c'est bon, c'est terminé, Mission Impossible, on a fait le tour. compris. Ouais, Et le fait de revoir McQuarrie débarquer avec Rogue Nation et de repopper un espèce de script qui d'un seul coup renoue vraiment avec les origines de la saga Mission Impossible, avec ce jeu de traîtrise et de manipulation, et de réussir à continuer ça avec un 6 qui était encore au-dessus, avec un 7 qui impressionnait toujours autant, et avec un 8 qui reste une confirmation, tu te dis quand même que si t'as pas une alchimie avec ton acteur principal, ça marche c'est pas. pas possible, ça marche pas. Bah non. Ça marche pas. Non, c'est pas possible. Et là, pour le coup, elle se ressent, et elle se ressent dans le sens où vraiment l'action, encore une fois, c'est... Je pense foncièrement que c'est un des trucs, et j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer dernièrement, mais l'action, au-delà de la difficulté, ou en tout cas de la complexité de mettre en place une scène d'action, comme c'est le cas ici, genre notamment la scène dans le sous-marin, ou la scène avec les avions, où ça se voit qu'il y a quasiment pas d'effets spéciaux numériques, et on est vraiment sur deux avions qui sont vraiment en train de se bastonner dans les airs, je me dis qu'il faut vraiment avoir une confiance totale en ton acteur pour te dire, ok, on va réussir à la mettre en place. Et d'accord, si tu as envie d'être dans l'avion ou si tu as envie d'être sur l'avion et d'en chier à côté parce que l'avion va partir dans tous les sens, mais tu seras accroché, mais par contre tu seras vraiment à côté de l'avion, vas-y, et on va essayer de faire en sorte que ça rentre bien. Ouais, et puis de toute façon, c'est des choses à ce niveau-là. De toute façon, tous les contrats sont signés, les assurances. Donc là, c'est. Il n'y a pas l'assurance. Tom Cruise, il était sur un avion, il est tombé, oui. et il s'est pété la gueule. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, non, bah c'est sûr. Non, mais là, voilà. Là, en plus, c'est vrai que ça va au-delà de ce genre d'association, là, au-delà forcément de la bonne entente entre un réalisateur et son acteur. Là, c'est vraiment c'est une affaire de gros sous, c'est une affaire de droit, c'est une affaire de jusqu'où on va dans le risque. Bon, et encore, je suis même pas sûr. Honnêtement, je pense que Tom Cruise, il débarque, il dit on fait ça. Les gens ils disent, bah oui, t'es sûr? t'as la Tu stature, vas te t'as mettre l'autorité. tu vas te mettre en danger? Oui, mais on fait ça. Ok, si tu Ouais. veux. Les gens ils vont venir, donc vas-y si tu veux. Je sais pas. Après, ouais, comment réagissent leurs assurances Oh bah ils doivent pas être très contents, ils doivent mais se bon. chier dessus, hein. Honnêtement, ils doivent se dire ouais, alors d'accord, on veut bien t'assurer, mais quoi? Ok. Mais fais d'accord. gaffe quand même, quoi. Fais gaffe, Ouais. fais gaffe. Fais attention que tes lacets soient bien ficelés. C'est vrai que ça va être le premier truc sur lequel ils vont s'accrocher. Ouais, ça. Oui, il est lacé. Ok, Quand il sera sur l'avion, oui, à c'est ça. 30-40 mètres de hauteur, ouais, les lacets, C'est mieux d'avoir des scratchs peut-être pour plus de sécurité. Non mais voilà, tout Ouais. ça pour dire encore une fois qu'il y a cette force, il y a cet impact de l'action, et encore une fois ça se ressent sur tout le long du film, c'est-à-dire que c'est pas le genre de film où forcément on va avoir une mise en scène qui va être très élaborée, quoique on a pu l'évoquer, c'est vrai qu'on l'a pas forcément mentionné, mais le film est très référencé de divertissement des années 90, il y a du Spielberg, Citation Spielberg à fond. c'est-à-dire comme j'évoquais, il y a aussi du wargame dans la manière de mettre en scène le conflit géopolitique international, il y a ce côté un Non, petit mais il y peu a du- Armageddon par moment avec le bureau, l'énorme bureau géographique à l'américaine. Ouais, Enfin, bien sûr. Mais non, il y a clairement du Indiana Jones, le premier.
C'est Les ça. Aventures de l'Arche perdue, où là il y a Mais- clairement, là c'est vraiment de la citation. Au niveau de la mise en scène, des décors, enfin je pense que voilà, ceux qui connaissent bien le film, qui ont bien ce film-là en tête, verront dans Mission Impossible ce à quoi je fais référence. Ouais. Mais bon après, moi j'aime bien aussi, j'aime bien ce côté assumé, on fait des citations, on sait qu'en plus il y a une relation d'amitié entre Tom Cruise et Spielberg, donc il y a sans doute aussi quelque chose de cet ordre-là. Mais et puis ouais, comme tu dis, ça fait aussi des petits clins d'œil à ce cinéma. Bon, là en l'occurrence le premier Indiana Jones des années 80, mais voilà, il y a à ce côté où on fait vraiment du cinéma d'action et d'aventure et on le revendique et ça fonctionne. C'est ça. C'est ça. Et encore une fois, tu l'as dit, c'est pas de la citation qui peut être grossière comme c'est Ah non. parfois le cas. Non, non, non. Ça se voit. C'est pas évident pour autant. C'est vrai que moi, spontanément, cette fameuse scène que tu évoques qui fait beaucoup penser aux Aventures de l'Arche perdue, sur le coup, je me suis pas dit c'est exactement la même chose. Je me suis plus dit c'est bizarre, ça me rappelle quelque chose que j'ai déjà vu. Ouais, j'ai déjà vu ça quelque C'est part. ça. Ouais. Mais pour autant, tu te dis pas c'est gros comme une maison. Tu te dis juste c'est là. C'est plutôt subtil, c'est élégant, ça a une logique par rapport à la scène dans laquelle ça se passe. Et encore une fois, il y a plein de petits trucs. Et honnêtement, je pense qu'il y a plein de références qu'on n'arrive même pas à voir parce qu'on est plongé dans le récit. Ouais, faudra le revoir C'est ça. et le disséquer. Mais... Mais pour autant, il y a des décors, il y a des petits clins d'œil, il y a des structures dramatiques, il y a des éléments qui font qu'on se dit c'est un film qui est référencé, c'est pas un film qui est dans l'hommage, mais c'est plus un long métrage où on sent qu'un réalisateur a bien digéré ces grands cinéastes et s'est dit Oui. comment faire en sorte qu'à l'écran il ressorte bien et qu'en plus ils aident le film à avancer et à progresser dans sa logique pure. Tout à fait. Est-ce qu'on passe au casting? On passe au casting. Avec grand plaisir. Ouais. Bon, il y en a un. C'est un beau casting. Hein. Ouais, on va Honnêtement, se le garder de toute pour la façon. fin parce qu'il y en a un, clairement, voilà, il faudra en parler. Parce qu'encore une fois, moi je pense que. Un certain Tom C. Ouais, un Tom Croisière, Thomas Croisière. C'est ça. Non, encore une fois, bah, ce qui est bon, c'est de retrouver la petite équipe qu'on a Qui est l'habitude chouette. de voir, c'est-à-dire Ving Fonctionne Rhames bien. et Simon Ouais. Pegg, les deux fonctionnant très très bien dans les rôles de Luther et Benji. Encore une fois, moi, c'est deux acteurs que j'apprécie énormément et qu'on ne voit pas assez à mes yeux sur le devant de la scène cinématographique. Et heureusement qu'ils ont cette saga pour repopper un petit peu et pour faire du bien, tout simplement. Ouais, et les puis ils deux, sont très bons. Ils sont les très deux bons. étant très bons. On peut citer Asa Morales dans le rôle de Gabriel, qui est quand même Ouais. qui pousse les potards très loin quand même. Ouais, il non, est pas loin puis- d'être dans la caricature, mais il fait Ouais, mais vraiment il- méchant, c'est- plaisant ouais, des il années joue, c'est ça. 90. quoi. Il est très très bien dans le rôle du méchant. C'est un très bon choix. Sur les bords, Pour moi, le il me relever. faisait presque penser à Wesley Snipes dans Demolition Man. Le côté très excessif du méchant, tu vois, qui est vraiment dans la caricature, mais pour autant, tu trouves Ouais, mais- charismatique. quoi. Ouais, qui a un côté, c'est un vrai salopard, mais qui a un Ouais, c'est côté ça. malgré tout un peu gentleman. C'est Il ça. a un peu cette ambivalence, très calme, très froid, et en même temps complètement fou, complètement. Ouais. Donc ouais, bon, pareil, c'est un peu du classique. Ils n'ont pas révolutionné le rôle du méchant, mais encore une fois, on fait dans le classique et ça marche très bien. C'est ça. Dans les rôles plus secondaires, on a Greg Tarzan Davis qui joue Degas, on a Shea Wiggum qui joue Briggs, on a Angela Bassett qui joue donc la présidente, on peut citer Tramel Tillman qui joue donc le capitaine Bledsoe dans Oui. le sous-marin, on peut citer Anna Waddingham qui joue donc l'amiral Neely sur le porte-avions. Très bien. aussi. Après, on peut citer aussi Nick Offerman, on peut citer Hall McCallany, on peut citer Henrik Czerny qui joue donc Kittredge, qui est de retour pour notre plus grand à fait. bonheur. Pomme Clémentieff, pour moi, vraiment. Alors, il y a un souci avec Pomme Clémentieff. C'est Ah. les dialogues qu'ils lui ont fait. Je suis d'accord. On est d'accord. Ouais, on sait Les- pas, en plus, on sait pas concernément pour en parler. Là. Donc, les punchlines, ouais, genre, c'est- c'est too much. C'est un poil too much. Après, c'est drôle parce que ouais, bah, on le sentait déjà dans le premier Ouais, c'est volet, ça. qu'il y avait ce côté un peu cryptique du personnage qui genre fait un peu héros mystique, genre qui regarde ça de loin. Enfin, fait vraiment la française caricaturale, j'aurais presque envie de Ah dire. ouais, à ce point-là. La française caricaturale philosophique, tu vois. Genre qui serait capable de te balancer des grandes réflexions sur mais nous ne sommes que des grains de sable qui. Ah ne ouais, faisons ok, que ouais, passer j'avais sur pas la pensé Terre. comme ça, Tu vois, mais j'ai l'impression que c'est des Français vus par des Américains et genre ils se sont dit ouais, mais tu pourrais mettre un Français. Mais qui balancerait que des phrases un peu philosophiques à la con. Genre Jean Reno dans les années 90, quand on le foutait dans Godzilla ou des trucs comme ça. Genre, ils sont vraiment dit ça. Et du coup, ça donne des Mais, scènes qui sont par moments un peu surréalistes. ouais, bah il y a beaucoup d'humour en fait autour de son C'est ça. personnage. Mais après, le perso Mais, fonctionne assez bien en lui-même. Ouais, ça, ouais, c'est ça. c'est amusant. On a Illy Atwell, qui est très bien, je trouve, dans le rôle de Grace. Parce que passer après Rebecca Ferguson, c'était, je pense, très Très compliqué. compliqué. Et pour autant, je trouve qu'elle s'en sort vraiment bien. Super bien. Elle arrive à être très impactante, très juste, tout en sobriété. On sent bizarrement qu'il y a une tension, et pour autant, c'est pas trop poussé, la tension amoureuse Non. entre les deux Ouais, personnages. non. C'est plutôt Non, élégant. c'est pas- ouais. Et après, bah, on a Tom On a Cruise. Toto. On a Tom Cruise. Ouais, on a Tom Cruise. Comment dire? Bon, Tom Cruise, déjà, moi, ne cesse de m'impressionner. Moi, je pense que je vais m'acheter un t-shirt avec Tom Cruise dessus. Vraiment, Un et je vais le t-shirt pas. de la- Ah oui, où il est sur l'avion. Tu sais, Ah ok, genre, d'accord. je vais acheter un t-shirt où on le voit sur l'avion juste pour dire, vous voyez ça?
Il était vraiment dessus. Moi, je prends un t-shirt à l'effigie de la Scientologie, je pense. Ah, Il pas m'a mal non converti. plus. Non, non. Pas mal non plus. Non, non, bon, non, sérieusement. Alors bon, il a ses fans, il a ses détracteurs. Il y a toujours un peu pareil, cette partie, il y a l'homme, il y a l'acteur. L'acteur, moi j'ai toujours trouvé l'acteur vraiment bon. J'ai toujours trouvé, sans doute parce que je le trouve généreux dans son jeu. Et il est. Alors encore une fois, là on a un cahier des charges, hein, on fait Mission Impossible, donc c'est pas un rôle où t'es un philosophe, où t'es un grand sage à méditer. Mais bah ouais, t'es un homme d'action, t'es un agent secret et tu aimes ton équipe. Tu aimes ton équipe Tu aimes ton et équipe. malgré tout, puisque bon, Mission Impossible, c'est autour de Tom Cruise, hein, on est bien d'accord. Oui. Donc malgré tout, le monde repose sur toi. Rappelons que le film s'ouvre quand même sur Tom Cruise Production. Bah, bien Ça sûr. n'est plus comme à une époque où c'était Cruise Wagner avec sa collaboratrice. Non, maintenant c'est Tom Cruise bon, Production. Donc, il y a quand même ce côté un peu, malgré tout, même dans l'écriture, tu sais, un côté un peu messianique hein, autour là de Tom Cruise. Mais une fois qu'on a dit tout ça, qui sont un peu les points faibles, bah reste après ouais, le jeu, le personnage bien sûr, et les performances physiques, la performance. saisissantes, ouais. Alors bon, c'est sûr que malgré tout, il y a une performance physique, c'est clair. Après, faut pas oublier non plus toute l'équipe qui est à côté, toutes les sécurités qui est à côté, tous les moyens qui sont déployés à côté, mais on n'enlève pas quand même la performance physique qui est encore une fois, ça rend réelle. vraiment bien à l'écran. Ça rend très très bien à l'écran. On sent que quand il est sur l'avion, l'avion va vite quand même. Non mais ça c'est vrai que c'est bien, c'est qu'on voit que là c'est pas juste des effets, on voit que c'est pas un cascadeur, on voit vraiment que là, en fait là c'est quasiment plus du cinéma. Il y a des moments où tu dis ok là on a vraiment une caméra, on voit en direct, on est dans l'attraction, on voit directement ce qui se passe et là il y a quasiment plus de jeu quoi. On se dit ok là il est vraiment à la peine, très là c'est spontané dur, quoi. Ouais. Et d'ailleurs on voit là il y a plus de sourire, il y a plus rien, c'est vraiment j'en chie et je m'accroche et ah oui en fait je suis à plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol et ça va très vite et il fait froid, il y a du vent. Mais bah c'est vrai que du coup, spectateur, on en prend plein la vue. C'est ça. Voilà. C'est le côté spontané que j'évoquais au début. Ça pouvait vous sembler un petit peu bizarre que j'évoque ce mot autour d'un blockbuster, mais pour moi, cette spontanéité, elle se ressent à l'écran dans le sens où les cascades font tellement crédibles ou tellement prenantes qu'il y a des moments où on se dit, il y a des trucs qui ont été improvisés. C'est sûr que le pied, par exemple, qui est en dehors de l'avion les 3/4 du temps durant une scène d'action, il a été improvisé, mais il est drôle du coup parce que tu te dis, qu'est-ce qu'il fout dans cette position-là, c'est pas confortable. Mais tu te dis, ça amène quelque chose dans la scène et ça amène une crédibilité qui fait que tu te dis, bah il s'est certainement mis comme ça parce que c'était le meilleur moyen de rester stable parce que sinon il se pétait la gueule. Et tu te dis, bah trop bien. Ouais, c'est ça. Trop bien. Et puis ça rajoute, c'est vrai que, bah, ce qu'on disait aussi tout à l'heure, mais il y a aussi quand même de l'humour dans ce film. Savamment dosé, puisque bon, c'est pas une comédie, on est bien d'accord, mais il y a ces petits moments quand même, de ces petites pointes d'humour à certains moments. Alors peut-être certaines qui n'étaient pas prévues, qui n'étaient pas écrites, mais ça s'est trouvé là et c'est très bien. Mais ouais, moi 2-3 fois, comme je me suis dit, ok, là c'est parfait, c'est la cerise sur le gâteau, et c'est très drôle, et ça fonctionne. Ça marche bien. Mais oui, tout à fait. Bien. On arrive à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens de ce Final Reckoning? Eh ben, je trouve que c'est une bonne façon de clôturer la saga. A priori. Je trouve que c'est d'une moins bonne facture que le premier volet. Mais ça reste un très très bon divertissement. C'est un film qui remplit sa mission, sans jeu de mots, hein, pour le coup, vraiment. C'est un divertissement, c'est un film d'aventure, on met le paquet dans l'action et dans les cascades, et ça fonctionne. Donc, ce que je crois que j'avais déjà dans la critique du premier volet, en fait, quand on va voir ce genre de film, on sait ce qu'on va voir. Et donc on sait ce qu'on a envie en fait d'aller voir et on ressort pas déçu. Et on se dit pas là j'ai été arnaqué, là on m'a carotté. Non, là clairement on se dit ok, bah ça fonctionne et je suis content d'avoir vu le film. Et franchement on passe un très bon moment. Et voilà, les 2h49 passent vite. Et ça c'est toujours un très bon signe. 2h49 quand même c'est long. Et quand on ressort en disant ok j'ai pas vu le temps passer et c'était vraiment... j'en ai pris plein la vue, bah c'est parfait. C'est ce qu'on attend de ce genre de film. Je ne vais pas rajouter grand chose, parce que tu as quasiment tout dit. Je vais juste dire que ouais, si on devait vraiment retenir un gros point négatif, c'est l'écriture qui est peut-être un petit peu moins équilibrée que sur le premier. Mais à côté, on a un vrai divertissement d'action qui fait du bien. Je pense qu'on tient peut-être l'un des gros blockbusters de l'année, ou en tout cas un des vrais gros monstres cinématographiques pétés de thunes qu'on va avoir cette année, qui va vraiment marquer le grand public. À mon avis, je pense que ça va être lui. Parce que je vois pas comment les autres pourraient réussir à être un cran au-dessus. C'est vraiment un bon film d'action, ça fait du bien, c'est divertissant, c'est prenant, c'est long et pour autant c'est pas laborieux. C'est vraiment un film dans lequel on se laisse embarquer, dans lequel on se laisse prendre.
J'espère vraiment que ça sera la conclusion de la saga Mission Impossible avec Tom Ouais, Cruise, ce parce serait que bien. ça serait dommage de repartir sur une nouvelle mission, sachant que là, ça finit bien et de la bonne manière. Ouais, c'est ça, et je pense qu'ils l'ont pensé comme ça boucle C'est bien. ça. Mais donc Mais voilà, le Mission Impossible Final Reckoning de Christopher McQuarrie. Si vous aviez une hésitation sur le fait d'aller le voir ou non, n'hésitez pas, allez-y. Vous allez passer un très bon moment, je pense, Assurément. devant. Et accrochez-vous à votre fauteuil parce que je pense qu'il va imprimer vos coudes et vos avant-bras tellement vous allez être crispé pendant le film. Merci mon cher Théo. Merci Valentin. Je sais pas quand est-ce Eh qu'on se bah, retrouve, mais écoute, vite. ouais, j'espère. vite, pour Vite, un, ouais, j'espère. avec un très Pour bon l'année film. prochaine. Ah Je non, sais qu'on a l'année pris un prochaine. rendez-vous l'année prochaine, mais pas l'année Ouais, prochaine. ouais. Non, bien On se sûr. reverra d'avant. Mais oui, il y a encore beaucoup de bons films en 2025 qui vont sortir. Oh oui, oh oui. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et qu'on se retrouvera ici pour parler de films, bien évidemment. A plus. À bientôt. Mais Je crois ouais. que t'avais dit tes couilles vont s'imprimer en fauteuil. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui. Ah bah non, pour les couilles, mais qu'est-ce que tu veux Je me suis dit, mais pourquoi tu Ah, dis ça, ça? c'est les couilles de Tom Cruise qui s'impriment dans l'avion, parce qu'elles sont énormes, les couilles de Tom Cruise. Vous avez vu les couilles de Tom Cruise? Faut couper là.